Bienvenue dans ce Links et Mag, premier épisode du nom. Je suis en compagnie de Méziane. Salut à toi Méziane. Nasbrock. Bah écoute, comment ça va? Moi, je suis super content d'être là. Bah écoute, c'est la rentrée un peu pour tout le monde, donc voilà, je trouve ça cool. Aujourd'hui, bah, je te propose, on va faire une petite vidéo, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant l'été, petite vidéo, puis après on pourra introduire notre invité. Donc Je, voilà, petite je- vidéo. je suis impatient. Impatience, c'est parti. Au menu de ce récap, on commence d'entrée avec les Evil Genesis qui remportent avec brio la Call of Duty World League. C'était cet été, l'équipe américaine a battu les favoris Team Caliber. En plat principal, le The International, la compétition Dota 2, a été le terrain du choc entre l'outsider OG et leur PSG LGD. Retour sur le sacre d'OG et leur incroyable performance. Direction Stockholm où a eu lieu la DreamHack CSGO. La finale 100% danoise opposée Astralis contre North, vainqueur et révélation de la compétition, c'est notre accompagnement. Et pour le dessert, la Gamescom 2018, le salon du jeu vidéo en Allemagne, qui proposait aussi des shows e-sport avec PUBG et FIFA, nous reviendrons sur ces compétitions qui s'installent dans nos salons. Alors, dis-moi mon petit Méziane, voilà le récapitulatif. On est impatient, on va tout de suite partir au niveau de l'invité. Et c'est Drode, le manager de l'équipe B Agency Call of Duty, que nous accueillons tout de suite, juste après un petit jingle. Et bonsoir à toi, Drode, j'espère que tu vas bien. La forme? Bonsoir, ça va et vous? Bah Salut, moi ça Drone. va bien. Et toi? Tranquille, tranquille. Alors aujourd'hui, on t'a invité tout simplement parce qu'on va parler des quatre sujets, mais il y a un sujet qui te tient à cœur, c'est celui de la CWL. Donc la ligue qui est sur Call of Duty qui s'est passée là pendant cet été. Est-ce que tu peux nous parler toi un peu de ton parcours, voilà, d'où tu viens, te présenter rapidement aux personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Bah moi du coup, comme tu as dit, je suis manager coach chez B-Agency sur Call of Duty. J'ai commencé le jeu sur Black Ops 2 il y a déjà 7 ans, c'était il y a très longtemps. J'ai commencé en tant que joueur, j'ai fait des petites équipes, des petites structures et depuis l'année dernière, j'ai commencé en tant que manager. Donc tu es manager d'un roster de Call of Duty. Donc là, Mm. cette année, c'était sur World War II, je crois. Oui, ah ouais. Donc tu continues l'aventure avec B Agency et il y aura bientôt un tournoi organisé par la FCO. Oui, la SSCO, ouais. Le 22 et 23 septembre. Eh ben, on espère que tout ira bien. Pourtant, on va parler donc de cette CWL. Alors, cette CWL, c'était le 15 et le 19 août. Il y avait 32 équipes qui s'affrontaient à Columbus pour le titre de champion du monde. Et puis, bah, il y a eu une petite surprise, puisque c'est l'équipe 2G qui a remporté face à Team Caliber. En finale, on va vous mettre une petite vidéo voilà, du dernier move qui a permis la qualification de EG en finale. Voilà, on vous présente ça tout de suite. C'est parti. Away from not even making it to bracket play, but the boots are back on the ground. Aches, once again a world champ. That's 2 rings for Aches, 2 rings for Apathy, and welcome to the club, Cillian Assault, as evil geniuses, as an organization, get that first world championship.
Alors, bah, excusez-nous pour ces petits problèmes de son, mais bon, voilà, ça arrive de temps en temps. Alors, cette CWL, on a vu que bah, EG a gagné face à Team Caliber. Bon, assez large, euh, on va dire pour les premiers rounds, même si bah, ça a été très compliqué puisque ça s'est terminé sur un 3-2. Donc, compliqué. Euh, Drone, qu'est-ce que tu penses voilà, de cette CWL toi qui as suivi la compétition, est-ce que tu attendais EG ou à ce niveau de la compétition ou tu voyais d'autres équipes? Alors moi, pas du tout, j'attendais pas EG à ce niveau de la compétition, je les attendais sur un top 5. Je m'attendais plutôt à voir Optic dans le top 3, mais ils se sont fait éliminer dès les poules de qualification. C'est la pire performance de leur carrière. Upset. Voilà. Ensuite, je m'attendais à voir TK dans le top 3, pas de souci, Rise Nation aussi. Vraiment, EG est la surprise de la compétition. D'accord, alors EG, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, la CWL 2017, ils étaient très loin, hein, puisqu'ils étaient dans les dernières positions, ils n'avaient pas percé. Tu nous as parlé d'Optic Gaming, c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui avaient gagné bah, l'année dernière, on se souvient de Karma, de Formal, de ces joueurs-là, et puis bah, ils ont été éliminés. Et puis bah il y a eu aussi quand même bon des illusions. On avait deux équipes françaises, Supremacy et Team Vitality. La première a été un peu dans le groupe de la mort, puisque Optic Gaming n'a pas passé, elle était dans le groupe d'Optic Gaming, et c'est Team Elevate qui a été la surprise de ce tournoi, parce qu'ils ont aussi sorti des grosses équipes. Voilà, 3-0 pour Face. Qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Par rapport à la vidéo, on voit cette explosion de joie. C'est quand on gagne une telle compétition. Alors là, bien sûr, c'est la CWL, donc c'est le titre champion du monde. Mais quand tu gagnes une compétition, euh, qu'est-ce qui peut faire que une équipe qui n'était pas attendue arrive à un tel niveau de performance? Alors là, franchement, c'est comment dire, je pense qu'ils ont su, grâce à leur coach et leur manager, enfin, je me rappelle, il y avait Asso qui a fait un tweet sur ça, qui a dit que c'était grâce à leur coach qu'ils ont réussi à remonter, parce que entre les games, leur coach est venu leur parler, on lui dit voilà les telles erreurs à faire et les telles erreurs à corriger, etc. Et c'était très bien. Du coup, ils ont surpris Team Caliber à plusieurs reprises et c'est ce qui a fait la différence. Alors, on sait bien que cette CWL, alors Call of Duty World War II, là, va y avoir un nouveau Call of Duty, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est de Black Ops 4, et on attend une annonce qui sera faite donc ce week-end, parce que on ne sait pas si on reste sur du compétitif 4v4 ou du 5v5. Est-ce que tu penses que ça peut changer un peu les équipes, voilà, comme par rapport à toi, par rapport à ton équipe, est-ce que vous êtes en session de recrutement pour peut-être un potentiel cinquième joueur? Comment ça se passe? Alors là, pas du tout. On reste en 4v4. Tout le monde, pour l'instant, personne n'écoute le 5v5. Ça reste vraiment qu'une rumeur. Bien que la rumeur, genre, elle est très très répandue et limite validée. On attend encore d'avoir l'information et on avisera sur le coup en fait. Alors, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, enfin, cette histoire d'un cinquième joueur qui pourrait compléter un roster. Oui. Parce que, comme on en avait parlé il y a quelques temps, c'est le fait qu'on ajoute un cinquième joueur aux équipes, ça peut potentiellement être bénéfique parce que ça fera un reshuffle, ça va changer toutes les équipes, des équipes pro qui vont essayer de récupérer un joueur par-ci, un joueur par-là. Ça va amener de la fraîcheur un petit peu, je pense. Entièrement d'accord. Ça va ramener pas mal de fraîcheur, de nouvelles strats. Car ça va complètement changer la compétition en fait. C'est un change. On va dire, comme on dit le mot, c'est un bouleversement carrément de la scène Call of Duty, quoi. Alors, au niveau de Call of Duty, sur le Black Ops 4, normalement, il y aura des équipements avec donc les personnages que l'on peut prendre. Est-ce que ça aussi, c'est un ajout que les développeurs ont mis pour pouvoir peut-être donner une nouvelle identité au jeu et pouvoir attirer de plus en plus? Parce qu'on sait que bah, ça marche très bien le titre sur PlayStation, mais sur PC, bah, ça a du mal
a décollé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est manager d'équipe Euh, Code? les spécialistes, on a déjà goûté sur Black Ops 3. C'était la première fois qu'ils rajoutaient. C'était un petit plus, ça rajoutait une petite stratégie en plus de savoir qui prenait quoi et ça donnait un peu de punch dans le gameplay. Et là, qu'on le voit sur Black Ops 4, ça ne fait ni chaud ni froid en fait, ça change rien. C'est plutôt intéressant. Ensuite, pour la compétition PC, c'est vrai que vu que la compétition se passe plus sur console, bah en fait, il n'y a pas de communauté PC, limite, c'est vide. Alors après, on verra si. Moi, je sais que j'attends le titre. Je sais pas toi, Méziane, moi j'attends un peu le titre sur PC parce que voilà, parce qu'en plus il y a le nouveau mode Battle Royale, c'est un petit peu la mode. Ça peut être fun avec les amis. Toi, ce que tu penses, tu l'as peut-être déjà précommandé, t'as cliqué, t'as fait directement, waouh, c'est trop bien ou pas du tout, Méziane, c'est pas ton type de jeu. Non, moi pas vraiment. Moi je me suis resté à Modern Warfare 2, tu sais, Ah oui, sur ça remonte, PS3. hein. Ça remonte un peu à quelques temps. Et puis mon petit frère qui avait fait un petit peu de compétition dessus aussi. Mais effectivement, il y a une petite hype que j'apprécie un petit peu autour de COD. J'ai essayé de suivre un petit peu les derniers tournois, notamment le tournoi qu'on a présenté. Et j'ai envie de. En fait, je comprends pas tout en fait, donc j'ai envie de y mettre un petit peu pour comprendre un peu mieux le jeu, tu vois. D'accord. Donc, on répète, Draw, tu es bien manager de l'équipe B Agency, composée du roster Weaven, Luko, Erozen et Itachi, c'est ça? Tu Ouais, seras à la FFCO Cup qui sera donc en fin septembre, donc là dans 2 semaines ouais, c'est si j'ai ça. pas de bêtises. Et ben on te souhaite bien du courage. N'hésite pas aussi dans cette émission à partager ton ressenti sur les autres jeux parce que bah, ça nous intéresse. Et on va passer à Dota 2. Dota 2. Alors Dota 2, c'est un petit peu le jeu de cœur de Méziane, hein. Il faut pas se le cacher, Méziane. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est donc Dota 2, c'est donc ce qui s'est passé cet été, c'était le The International 2018. Et donc on a eu la victoire surprise de d'OG, donc l'équipe composée notamment d'un Français qui s'appelle Sébastien Debs, de son pseudo Fucking Mad, qui utilise maintenant le pseudo Seb avec un C. Mais sinon, ouais, grosse surprise. On a beaucoup suivi ça donc on a suivi OG avec la Frogate TV, avec le TI8 FR, parce qu'ils ont retransmis effectivement la compétition internationale en français. Et franchement, il y a eu une très grosse hype autour de ce tournoi. Eh ben écoute, on va regarder une petite vidéo pour voir quelle était l'ambiance de ce TI8 qui s'est déroulé. Eh ben, comme la CWL, en août, il y avait quand même 25 millions de dollars en jeu. Voilà, on en parle juste après la vidéo. They've done it. They have done it. Done it. The power of flowers and friendship. I've done it here, ladies and gentlemen. Your grand champions of TIA. It's OG. Can you believe it? OG, a team tipped by some to be the 18th most likely to win TI, and they've just gone and done it. They don't believe it. You look at them in the booth, they look They've stunned. just gone and done it. That was, A team that was shaken up months before this event. they just Ripped formed. apart. They just reformed this team. Thompson, he's only been playing for a couple of days. His earnings now were he's won $3,000 before this. Oh my goodness. OG. Congratulations. Alors, on voit Méziane par rapport à cette vidéo, toute l'ambiance qu'il y avait autour de ce TI. On a dit une victoire d'OG face un peu à l'ogre, hein, PSG LGD. On a vu un peu des visages dépités. Euh, Comment toi t'as ressenti la compétition parce que tu es un joueur de Dota? Ah, si on prend la compétition dans sa globalité, en fait, il y a eu beaucoup d'upsets, en fait. C'est-à-dire qu'on a eu comme tu dis, des ogres, comme tu dis, des grosses équipes qui devaient percer et qui au final, en fait, enfin percer, qui devaient être dans les bonnes places, mais qui au final se sont fait manger petit à petit par les petites équipes. Et en fait, je dis petites équipes, mais c'est pas vraiment vrai parce que
toutes les équipes en fait se valaient. On avait l'impression que n'importe quelle équipe pouvait prendre n'importe quelle équipe. On n'avait pas les équipes avant, on pouvait se dire que les équipes sud-américaines, les équipes des États-Unis, des équipes comme ça pouvaient facilement se faire manger les, par les Russes, par l'équipe un peu européenne avec des gros joueurs. Mais au final, c'était pas du tout comme ça en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec OG. C'est une histoire en fait, il y a eu une grosse histoire autour de cette équipe parce ils s'étaient retrouvés à un mois de la compétition avec 3 joueurs et 2 joueurs qui étaient partis chez Evil Genius. Et en fait, ils se sont reconstruits en un mois. Ils ont fait tous les matchs des Open Qualifiers. Ils ont réussi à se qualifier pour les qualifiers européennes. Ensuite, ils ont réussi à se qualifier pour le TI et ils ont gagné ce TI. C'est vraiment en fait, ils ont tout fait. Ils ont tout fait et on les attendait vraiment pas à ce niveau-là. C'est vrai qu'on les attendait pas et en plus, bah, les scores parlent d'eux-mêmes, hein. Et bon, ils arrivent que quatrième au niveau des poules, mais bon, après 2-0, ils sortent donc les premiers de la poule B, puis après ils enchaînent 2-1 face à EG, 2-1 face à PSG LGD, et ils font une finale en BO5 tout à fait magnifique, 3-2, qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout de la nuit. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, il y avait des équipes bah, qu'on attendait, peut-être VP avec Solo, Tout à fait. voilà. Puis bah, il y a eu un peu bah, de ce côté de cette partie du tableau, l'ogre PSG LGD. Alors eux, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, hein, c'est 2-0, 2-0, 2-0, à part face à OG. C'est une histoire magnifique. On voit les émotions, ils sont complètement dépités à la fin, Ah, les personnes de PSG LGD. Cette victoire en fait de OG, elle s'est faite dans la souffrance en fait. On a eu cru à un moment, donc il y avait 2-0, ensuite il y a eu 2-2, donc le PSG avait réussi à revenir. Donc on s'est dit là c'est fini, ils reviennent à 2-2, c'est fini en fait, ils ont plus de jus en fait. Ils ont fait trop de matchs jusqu'à maintenant pour réussir à gagner cette finale. Et au final, ce dernier match, chaque joueur de l'équipe d'OG avait son joueur fétiche en fait, son héros fétiche, pardon, excusez-moi. Et et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait la différence parce que on se disait, mais c'est quoi ces pics de héros? C'était un peu bizarre. On se disait que ça allait pas marcher. C'était des héros qui avaient pratiquement les plus bas win rate de la compétition. Et au final, ils explosent le PSG LGD, quoi. Ouais, c'est sûr que ça fait bizarre parce qu'en plus on avait un Anna qui retrouvait sa forme, hein, carrément explosif, hein, Exactement. au niveau du PSG LGD, et ils ont tenu jusqu'au bout. La victoire est très belle. Drode, on va te poser ici la question de ce ressenti parce que ton équipe, bah voilà, Be Agency est un peu dans la même situation. Il y a des joueurs qui sont partis, il y a d'autres qui reviennent. Comment on fait en tant que manager sur un jeu pour gérer que ce soit les défaites ou les victoires? Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? Comment tu fais pour que ils ont le mental pour pouvoir gagner une compétition? Parce qu'on voit qu'ici, c'était vraiment au mental que ça s'est joué. Alors là, pour gérer le mental des joueurs, généralement, ça dépend surtout de certains joueurs. Quand tu connais le joueur, tu sais ce qu'il faut dire, tu sais ce qu'il faut pas dire. Donc c'est vraiment un travail déjà de compréhension pour connaître tes joueurs. Et ça, c'est vraiment le plus important. Tu connais tes joueurs, comme je l'ai dit, tu sais quoi dire, tu sais comment réagir. Et après, ce qui est le plus important, c'est la cohésion d'équipe aussi. Parce que si entre eux, les joueurs, ils s'aident pas, il n'y a pas de cohésion, le mental, il est à zéro déjà de base. Et après une défaite, c'est terrible. Alors généralement, je fais tout pour que la cohésion soit au maximum. J'évite, enfin, normalement, dans mes équipes, j'ai jamais eu aucune embrouille. Donc pour l'instant, ça va. Je sais pas quoi te dire. Franchement, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de problème avec des joueurs sur leur question de morale. Donc, Eh bah, écoute, on croise les doigts pour toi parce que bah voilà, c'est aussi, même si ça fait partie du métier de manager, on ne souhaite pas, ouais, c'est très compliqué. très Toi, très. tu as un roster qui est une équipe qui est en ligne, qui n'est pas en bootcamp, hein, Non, oui, c'est ça. Pour l'instant, très c'est rarement. en ligne. C'est Bah, en en fait, ligne. on a aucun bootcamp pour l'instant. Donc, les joueurs sont éparpillés dans la France. Donc, c'est en ligne et on se retrouve uniquement quand il y a une LAN et c'est tout. Et alors, est-ce que bah, ça change un peu cette ambiance de se retrouver dans une LAN, on fait la compétition, on n'est peut-être pas bah, voilà, dans son environnement où on s'entraîne tous les jours pour un joueur professionnel? Est-ce que ça peut jouer? Pour un joueur pro, pas du tout. Parce que pour un joueur pro, il a l'habitude des différentes compétitions.
il a été entraîné pour gérer la pression. Alors, pour un amateur, c'est plus compliqué parce qu'il a l'habitude de jouer chez lui. Et arrivé en LAN, il n'a pas le confort chez lui. Et du coup, ça peut perturber, même si généralement la majorité des gens ne s'en rendent pas compte. Ils disent, oh non, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. Si, il y a de la pression en LAN quand t'es amateur et que t'as pas l'habitude. D'accord, d'accord. Bah, c'est vrai que bon, avec tout, parfois des changements de roster, l'ego des joueurs, ça peut être compliqué. On voit ici qu'au niveau de ce Dota, ça a été très médiatisé, Méziane. Ouais. 25 Bah, millions de dollars, ça, il y a des enjeux. Est-ce que le fait que les cash prices augmentent comme ça, de façon spectaculaire, ça peut pas rajouter de la pression sur les joueurs? en fait, ça rajoute non seulement de la pression, mais après, il y a des petits contre-exemples que je vais t'expliquer après. Alors en fait, non seulement ça met la pression, mais en plus, en fait, les joueurs, au dernier moment, ils se retrouvent à changer d'équipe, en fait. Parce qu'ils veulent absolument avoir le roster, tu vois, le roster absolument parfait pour avoir le maximum de chances de gagner ce TI. Et c'est ce qui s'est passé avec OG qui ont perdu leurs 2 joueurs, donc qui étaient Fly et aussi S4, qui sont partis chez Evil Genius, en fait, Evil Geniuses, et ils se sont dit, Fly, en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, OG, ça fait 4 mois, on gagne rien, on fait des contre-performances, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? On m'a proposé de partir chez Evil Geniuses, bah, je vais le faire, même si ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je vais essayer au maximum de maximiser mes chances. Et voilà, donc il y a des joueurs qui sont partis et au final, OG ils se sont retrouvés un petit peu au dernier moment et essayer de trouver des joueurs. Et c'est là que c'est beau et que c'est un contre-exemple parce qu'ils ont récupéré un joueur qui s'appelle Topson. Donc c'est un gamin qui a gagné quoi? Il a gagné 3000 euros, 3000 dollars dans sa carrière. Et c'est un pop star en fait. C'est quelqu'un qui est fort en ranked, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est habitué des LAN en fait. Et donc c'était sa première LAN, le The International, c'était vraiment sa première LAN et il a réussi donc à gagner en fait le The International qui est le plus gros tournoi. Donc non Et c'est ce seulement qui est plus c'est beau. un jeune joueur, ouais voilà, c'est un jeune joueur Il a et au tout final compris. il a pas eu vraiment cette pression en fait. Il a joué pour le plaisir, mais c'est vrai que bah, ça fait chaud au cœur. Alors, on a parlé aussi donc de ce joueur français, Seb maintenant qui s'appelle, hein, Tout à d'après ce fait. que j'ai compris. Euh, voilà, il était aussi coach chez OG. Voilà, alors en fait, il était coach avant, il y a quoi? C'était il y a 3 4 mois, peut-être un petit peu plus. Il était coach de cette équipe. Il a été coach pendant à peu près 1 an, je crois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et en fait, suite au départ de Résolution, qui était le joueur de mid, euh, comme Seb, en fait, il a toujours été en haut du classement des ranked, en fait, dans le leaderboard, bah, les joueurs sont venus vers lui, ils lui ont posé la question, écoute, ça fait longtemps qu'on est ensemble, est-ce que ça te dirait de passer joueur? Et il est passé joueur, et puis, en fait, comme il connaissait déjà très bien ses joueurs, parce qu'il les a étudiés, il les a réétudiés et encore étudiés en tant que coach, il connaissait leurs faiblesses, il connaissait leurs points forts, il avait une sorte comment dire, de stratégie à chaque fois pour son équipe. Et bah, ça s'est fait naturellement, en fait, ce transfert en tant que joueur. Et puis en plus, c'est la belle histoire puisque Résolution a été battu, si je dis pas de bêtises, face à OG. Oh, la belle histoire, je sais pas, parce que Résolution, c'est un bon gars, tu vois. Mais bon, Bon, allez, on va passer. Alors, on a parlé de la CWL, on a parlé du TI. Et puis bah, on va en ce milieu d'émission faire un petit jeu. On est parti pour se faire, un petit duel. Allez, on est parti pour ce petit duel. Hop, allez, allez. on se met une petite transition. Et puis bah, c'est parti quoi. On y va? Ah. Alors, au niveau de ce duel, ça va être très très simple. Vous allez avoir 7 questions, d'accord? Sur ces 7 questions, il y en a 3 qui sont pour la CWL, 3 pour Dota. Ce qui se passe, c'est que vous aurez 10 secondes pour répondre. À la fin du timer, on laisse bien sûr la personne qui ne connaît pas le jeu. Donc, si c'est pour les questions de la CWL, c'est Méziane qui répond en premier. Et inversement. Et vous gagnez un point chacun. Mais si vous répondez à une question qui n'est pas dans votre catégorie, vous aurez comme un point bonus
parce que c'est pas votre catégorie. D'accord? Vous Ok. gagnez un avantage. Donc on va compter ces points et ces points. Et puis bah, le but, voilà, c'est de voir si vous avez un peu suivi aussi les autres scènes. On va Aïe aïe partir. aïe. Ah, on me dit aïe 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 dans l'oreillette. On va voir ce que ça va donner. Première question, elle apparaît ici à l'écran. Bam! Quelle équipe a remporté la CWL? On en a parlé. Est-ce que c'est réponse A, Team Caliber, réponse B, Evil Geniuses ou réponse C, B-Agency? Méziane, 10 secondes. Moi, je crois que c'est B-Agency, non? Ah, tu valides ou pas? Attention, il Je reste. valide, je vais essayer de valider, hein, je suis pas sûr, je crois que c'est B-Agency. Ben, non, ce n'est pas bon, ce Ah n'était pas putain. ça du tout de Rhodes. Hein, toi, tu connais la réponse. Ah, c'est vrai que Biagency ça aurait été beau. Ça aurait Mais été, non, ça aurait c'est été beau, Genius. ça aurait été beau. C'est Evil Genius. Evil Geniusis, tout à fait. Et ben, c'est un point pour Drode. Alors, bon, c'est pas grave, Méziane, c'est pas grave. Tu vas pouvoir peut-être te rattraper Zut. par après, mais on va peut-être voir si tu as mieux suivi au niveau du MVP. Ah, quel est le MVP du tournoi? Est-ce que c'est A, Accuracy? B, est-ce que c'est à chier? C, est-ce que c'est assaut? 10 secondes, Méziane. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite entre la B et la C là, hein. Ah, je vais dire assaut. Je valide. Tu valides? Pour Drone, la réponse? Assaut. Bien que c'est vrai que B c'était quand même pas marrant. Enfin, c'est très marrant. Ouais, bah, non, on fait ce qu'on peut hein, en termes de la régie. Il y en a qui prennent parfois le contrôle. Ça fait 2 à 1 pour l'instant pour Drode qui Yes. garde l'avantage. Mais attention, ce sont des questions qui sont sur sa spécialité. Attention, ça peut toujours se renverser. Troisième et dernière question sur la CWL. Quel est l'écart lors du round de la finale? C'est sur la map London Stock Hardpoint. Est-ce que Evil Geniusis a gagné 250 à 58, 250 à 147 ou 250 à 236? Méziane, moi, je sais 10 plus. secondes. Ah, je vais dire la réponse C parce que je crois que c'était serré, mais je suis vraiment pas sûr. Je valide. En Tu tant que réponse valides? C. Drode, quelle est ta Alors réponse? franchement, même moi je m'en souviens même plus. Oh, Et Drode, qu'est-ce que tu rien que fais? pour le jeu, je vais dire B. Et ben là, c'était la réponse C. Effectivement, ça a été très compliqué. Ça a été l'un des rounds qui a été le plus accroché. Et puis, bah, ils ont perdu les moyens. Drode, attention, puisqu'il y a actuellement 2 à 2 avec une bonne réponse pour l'instant de Méziane. Hein. On fait attention, x2. Et là, bah, par contre, bon, la CWL, hein, c'était trop facile. On va peut-être passer de l'autre côté. On va passer du côté du TI. Attention, quel est le pseudo du joueur français chez Osé qui a gagné? Ça sera à toi de répondre, Drone. Est-ce que c'est Béziane Dotto? Est-ce que c'est QQQQ? Ou est-ce que c'est Fucking Man? Tu as, Alors bien là, sûr, franchement, tu as c'est 10 vraiment secondes. dur. C'est vraiment dur là. Je savais pas que mes amis étaient joueurs pro. Attention, il y a bien 2 Français. Je vais répondre C. C'est la réponse C, Fucking. Méziane. Comment ça se prononce? Je sais pas. C'est fucking mad. Fucking Man. Ah Voilà. ok. Méziane, quelle est ta réponse? C'était A, la réponse A, c'est Méziane Dotto. Ah J'avais bon? parlé avec Merde. Seb il y a pas longtemps en fait quand j'étais à l'ESL Birmingham et puis en fait comme ils avaient perdu 2 joueurs, et ben il m'avait proposé tout simplement à jouer pour eux en offlane. Mais, Ah, tu me l'avais pas dit ça. mais ils t'ont pas du tout en fait pris. Donc, eh ben, c'est Ah une bon? mauvaise réponse. C'était la réponse C, Fucking Man. N'hésitez pas vous aussi à jouer, à essayer de trouver les réponses. Ça va être. On voit que Méziane, il vient de se réveiller. Il a du mal un petit peu, mais peut-être que sur les prochaines questions, il va pouvoir percer. Attention, question numéro 5. Quel est le score de la finale? A, 3-2. B, 3-1. C, 3-0. Abandon. Drone, c'est à toi. Alors là, j'ai un doute, mais on m'a dit que c'était très serré, donc très serré, ça va être que 3-2, je pense.
Je vais dire 3-2. Mon dernier mot, Jean-Pierre. Dernier mot, Méziane? Ah, je vais dire 3-2 aussi, hein, faut que je gratte des points, hein. Faut que tu grattes des points, effectivement. On se rappelle que c'est donc 3-2 la grande finale. Et pour ce qui était de la confrontation d'avant, eh ben, c'était 2-1. Bon, il n'y a pas eu d'abandon. Je ne sais pas s'il y a un tournoi sur une grande finale qui est déjà sur un abandon. Je pense pas. Si Ouais, je vous, pense vous pas, avez la non. réponse dans le chat, n'hésitez pas à nous le communiquer. Pour moi, je n'ai jamais vu ça. Attention, alors là, par contre, et là, faut connaître. Il va en chier, c'est ça? Bam! Quel Effectivement. champion n'a pas été joué pendant le TI 8, qui n'a jamais été joué de toute la compétition? Est-ce que Effectivement. A, c'est Disruptor? Est-ce que c'est B, Earthshaker? Ou est-ce que c'est le C, Dark Seer? 10 secondes pour Drone. Oh mon dieu. Ouais, franchement, Oh je n'ai mon aucune Dieu! idée. Mais rien que pour le truc de Biajansi, je vais dire B. B, B, Earthshaker? allez hop. Ouais. Tu valides? Ah, il valide. Méziane? Alors, au contraire, l'Archshaker a beaucoup été joué dans la Ah bah il finale. a été joué dans la C'est l'un finale. des plus gros plays. C'est- Mais c'est plutôt C, le Darkseer, qui n'a pas été joué. Ah, et c'est une bonne réponse, attention, de Méziane qui Et je vais- revoit, qui recolle au score, hein. Et je vais même ajouter que Slark non plus n'a pas été joué. Alors, il y a bien sûr, il y a eu d'autres persos, il y en a eu Il Ah, y a trois ou pas de point quatre. bonus, hein. Ouais. Calme-toi. J'ai voulu mettre la question de quel est le perso qui avait 0% de win rate, mais je me suis dit ça serait un petit peu trop compliqué. Donc voilà, attention, 4-4, chacun les mêmes réponses. Une question bonus sur un jeu que nous, peut-être une compétition que vous n'avez pas vue. C'est la question de la mort subite. Attention. Ah. Quelle ville a accueilli le Shine 2018, tournoi de combat? Est-ce que Oula. A, c'est Boston? Est-ce Oula. que B, c'est New York? Ah, Est-ce que ah. C, c'est Vancouver? Compliqué. Vous avez 10 secondes. C'est la mort subite, n'hésitez pas dans le chat, peut-être moi, à je les dirais C. aider. Boston. Moi, je dirais C, perso, Vancouver. Moi, je vais dire Boston. Vous Mais je crois validez que vos c'est C, choix? hein. Moi, je Ah ouais. valide, mais je crois que c'est C, hein. Alors, pour toi, Méziane, tu as dit J'ai dit A. Boston, et pour toi, Drone? Vancouver, C. Et la bonne réponse, c'est la réponse A, c'est Méziane Toto qui gagne cette mort subite. Effectivement, c'était à Boston. C'était à Il y a eu Boston. quoi à Vancouver cette année alors? Alors, Il y a eu une à compétition à Vancouver. Eh bah oui, Vancouver, c'était le TI. Vancouver, c'était le TI. Et bah, Ah ouais, New d'accord. York, c'était un major. Voilà. Bon, alors, je sens que, bon, 5-4, c'est pas si mal que ça. On est allé jusqu'à la mort subite. Je ne pensais pas du tout arriver à ce niveau-là. Mais bon, on voit que vous êtes quand même des personnes assidues, mais qui avaient quand même quelques questions pour vous embêter un petit peu, hein. On va Ah, dire bien ça sûr. comme ça, hein. Mais c'est le Ouais. jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Allez, on repart sur le troisième sujet. On va parler de la DreamHack. Et oui, notre invité n'a pas réussi à gagner ce duel et c'est bien dommage. La DreamHack alors, la DreamHack, Je nous l'aurai un allons- jour. tu l'auras bien sûr. La DreamHack, ça s'est déroulé à Stockholm. Alors attention, il y a aussi, alors c'était par contre il y a 2 semaines, parce qu'il y a cette semaine, il y avait la DreamHack qui s'est fait au Canada, à Montréal. On en reparlera dans l'épisode numéro 2. Là, on va s'accrocher plutôt sur la DreamHack CSGO qui était à Stockholm. Donc pendant ce tournoi, c'était donc du 29 août au 2 septembre, il y a eu 16 équipes et ça a été un petit peu la surprise puisque ce n'est pas une équipe qui est dans les rangs les plus hauts qui a gagné, mais c'est North, l'équipe danoise. Ils jouaient contre une autre équipe, l'équipe Astralis, qui était donnée grande favori et qui a perdu par 2 fois. Alors, cette DreamHack, ça a été ça a été un peu compliqué. Les gens qui suivent un peu CSGO, savent qu'il y a certaines équipes qui tracent le haut du tableau. Et là, on a eu vraiment un tournoi, encore une surprise. Je pense que cet été était le mois des surprises. Méziane, on s'attendait pas à ce que les Danois
aille à un tel niveau de la compétition. Et ben, on va peut-être regarder cette petite vidéo qui nous montre le dernier frag et qui montre parfois ce qui peut se passer. Parce que bah, on parle de bons jeux, on parle voilà de Rush B dans CSGO. On va en voir un qui a scellé la victoire 4 fois de suite. C'est parti. Up against CZs and 1UMP. Surely this is the final round. North can taste that. They go for the B rush again. MSL's got balls of steel. He's sending everyone in with the B rush. This could be it. It's the final charge, the final play, potentially, but Glaive with his CZ, he's going to hold on. But here come the entries. MSL, Nico, Valder, all of them chipping in. And it's all on Mages. 1 on 3. Is this the moment when North take them down? It's looking almost impossible. Valder's just going to bide his time and wait. Mages on the prowl. Oh, spins around on a pivot, lands the headshot. But then North have done it. Voilà donc ce dernier move qui a permis à l'équipe de remporter cette DreamHack qui se jouait donc à Stockholm en Suède. Mais Yann, compliqué. Hein. Ah, effectivement, ça avait l'air compliqué. Il y avait beaucoup de pression. Il y avait, en fait, comment dire, au final, c'était marrant parce que quoi qu'il arrive, c'était le Danemark qui allait gagner, quoi. C'était une finale complètement danoise, 100% danoise. 100% danoise, 2 structures danoises et 10 joueurs danois. Donc c'était vraiment 100% danois. C'était marrant ça, pour la petite histoire. Mais voilà, bon, on se rappelle CSGO, voilà, c'est des jeux de position, c'est du revenge. Là, les derniers rounds ont été carrément bizarres. C'est peut-être ce que l'on peut voir sur le ladder, mais c'est pas vraiment les matchs que l'on voit de façon structurée, normalement, qui nous sont proposés. Est-ce que ça a peut-être tout simplement surpris cette équipe danoise en face? Je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mental a dû jouer. Drode va peut-être pouvoir nous éclaircir, puisque l'Astralis, en fait, était devant et a perdu 5 rounds d'affilée. Effectivement, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. On est à un tel niveau, on a l'avance, et là on perd 5 rounds. 5 rounds qui ont été, on va dire, presque similaires à ce que vous avez vu. Ça veut dire qu'il y a eu 3 rush B. Vraiment, on lance, on y va, on n'attend pas. Comment, à un tel niveau, à un tel moment d'une compétition en grande finale, on peut se dire, peut-être, je ne sais pas, allez les gars, on n'a plus rien à perdre, on y va, on n'a pas peut-être de stratégie bien définie, mais on joue, on joue comme on sait faire, au talent, on essaie de proposer du jeu avec les tripes, voilà, on y va, on essaye de fraguer pour les personnes qui essayent d'ouvrir, voilà, on y va, on tente peut-être sur un coup de poker, et ça marche. C'est un peu ce qui se passe en fait dans les grandes finales souvent. Hein. C'est ce qui s'est Ouais. passé pour Dota aussi. Hein. Au final, il y a 10 joueurs qui sont sur le terrain et il faut faire la différence. Il n'y a plus de stratégie à ce niveau-là. Il y a plus de. T'es fatigué, tout le monde est fatigué. Ce qu'il faut faire en fait, c'est faut surprendre l'adversaire. Il y a des moves qui vont passer alors qu'ils passeraient pas si tu le faisais 100 fois dans des scrims ou dans d'autres matchs, tu vois. C'est sur des matchs un peu plus sérieux. Mais au final, il y a des petites différences qui se font sur un petit frag qui est récupéré par là, etc. Ou une flash qui passe finalement qui devait pas passer. Des petits trucs un peu random qui au final surprennent l'adversaire et c'est ça qui fait la différence. Alors, au niveau des personnes peut-être qui ne connaissent pas CSGO, hein, c'est 5v5, 5 terroristes contre 5 antiterroristes sur une map où on doit planter la bombe. Il y a un mode de jeu un peu similaire sur Call of Duty, Drone, où là on est en 4v4, pareil, où on ne respawn pas si on meurt. Est-ce que voilà, il y a des techniques comme ça qui sont mises sur Call of Duty. On va prendre rapidement un point, on lâche tout. Il y a moins de positionnement, de timing. Ah bien sûr, oui, sur je pense ce qu'on appelle la recherche et destruction.
Recherche Il et y en a. destruction, voilà. Et justement, en fait, c'est la stratégie qui fait tout, en fait. Genre, d'un coup, tu dis, ah, on fait un push B, on jette toute notre fumée, nos stuff pour éviter que l'adversaire arrive, pour qu'il prenne le contrôle du site bombe. Et là, on va poser, et après, on se met en place, etc. C'est full stratégie. C'est très rarement qu'il y a, comment dire, c'est très rare qu'il y ait un push complètement aléatoire. On dit, allez, tout le monde fait ce qu'il veut, et voilà. Surtout au niveau pro, c'est très rare. Même en tous les autres modes, en fait, c'est full stratégie. Tout est écrit. Oui, il y a des timings à respecter, on y Oui. va, on prend, s'il y a une information, on a des strats, un peu de backup qui nous permet de se repositionner. Est-ce que là, Call of Duty a peut-être beaucoup à apprendre par rapport à CSGO et peut-être l'inverse, parce que ces compétitions sont quand même des compétitions qui sont massivement vues. On a des majors qui tournent à 300 000, 400 000 vues sur Twitch, ce qui est, à part la CWL, pas les pics d'audience qu'on attend sur Call of Duty. Est-ce que ce mode recherche et destruction peut permettre de drainer un peu les personnes qui joueraient d'habitude sur CSGO, ou pour toi c'est deux jeux vraiment différents, des stratégies différentes, du stuff différent? Sur CS, en fait, CS c'est très, comment dire, similaire au mode de recherche et destruction. Généralement, quand on met une fumée, évidemment, c'est pareil que sur CS, tu balances une fumée au bon endroit, etc. Tout est pareil. Mais le reste des autres modes, ça n'a rien à voir. Et généralement, il n'y a pas beaucoup qui aiment la recherche et destruction. Donc, non, franchement, je pense que c'est deux jeux assez. Bien que il y a des similarités, c'est deux jeux complètement différents. Alors, moi j'ai une question, je ne sais pas. Est-ce qu'il existe ce qu'on appelle des wallbangs, c'est-à-dire des textures dans Call of Duty en recherche et destruction? Tu peux tirer, puis ça traverse. Oui, Pas du tout. Oui, si, donc si. on a un peu cette similarité avec CSGO. Ok, mais Ziane, par rapport à toutes ces compétitions FPS, bon, elles permettent un peu de trust le haut du classement, un peu en France. Bah, Malheureusement, Dota n'y arrive pas au niveau français, mais par contre sur des grandes compétitions. Comment toi tu vois l'avenir un peu de ces compétitions e-sport? Est-ce qu'il faut se focus sur une large audience pour une grande finale pour la championnat du monde, ou peut-être sur plusieurs majors tu parles pour Dota 2 ou alors pour en général, en général? Bah en fait je pense que si on revient un petit peu sur en France comment est perçu Dota 2 en fait, à part le TI, c'est pas forcément super suivi, mais j'ai l'impression que la tendance elle va changer, ouais la tendance va changer suite à la victoire de OG et donc de Sébastien, donc d'un Français. Euh, Ensuite pour les FPS, moi j'ai l'impression que CSGO, bah, je vais pas dire que c'est un jeu mort parce qu'en fait c'est plutôt le même scénario que Dota, mais il y a quand même une grosse communauté sur CSGO. Mais j'ai l'impression que petit à petit, les vues, en fait le stream FR n'est pas forcément regardé sur CSGO. Et c'est plutôt le même si quand même quand tu es français, tu regardes plutôt le stream international, j'ai l'impression. Alors après, bon, il y a pas mal de streams. Ne vous inquiétez pas, quand vous pourrez revoir cette diffusion, vous aurez pas mal de liens qui vous permettent de voir toutes les compétitions qui ont été abordées. Voilà, on essaiera au maximum de vous mettre des liens pour les vidéos, que ce soit en anglais et en français, pour que vous puissiez suivre les deux. N'hésitez pas à suivre le Lindsay Mag au niveau du fil Twitter, c'est pas mal renseigné. Vous pourrez revoir bien sûr toutes ces compétitions. On va parler, Méziane, d'un salon. Ce salon, c'est la Gamescom. La Gamescom, qui est le salon un peu le temps du jeu vidéo, où on fait les annonces des jeux en Europe. Ça se passe à Cologne. On va regarder une petite vidéo, puis après tu vas nous parler un peu de l'e-sport qui gratte du terrain là-bas. Tout à fait. Allez, c'est parti pour cette vidéo pour la Gamescom. Petit aperçu des personnes qui n'ont pas pu s'y déplacer. It's been a great tournament.
overall, thank you very much, Brendan, for joining us here at Gamescom. And you know, we've had a great opportunity to do all of this. Everybody being able to play, everybody joining us along for the ride. You guys as well. Thank you very much. Thank you. And overall, it's been different actually compared to what I'm used to. Because I'm used to a lot of esports, super serious. We're playing to absolutely win. I was coding pretty last minute, and they were like, "Oh, can you come do some analysis tests for a PUBG tournament?" I was like, "Oh, it's going to be really super serious." And I was like, "Oh, it's a charity one. That's awesome." When I saw all the challenges and stuff like that, it's definitely my kind of bag. Yeah, absolutely. So we can take a look at the money from the top 16 players that have been able to kind of bag themselves all of that for charity. And no surprises who's number one with $87,375. It will be Team Stacks. And then you can see that we have Team Spike as well as Bikini Brody basically completely tied because they got themselves 2 challenges each. And then it works on down from there. So very good stuff from these teams. Definitely. Et donc voilà, donc la Gamescom qui avait proposé bien sûr des bornes pour pouvoir jouer aux jeux vidéo favoris, mais aussi voilà, des compétitions e-sport. Il y avait notamment du FIFA et des tournois sur PUBG, donc ce tournoi PUBG Charity Challenge. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces salons, Méziane, qui sont de plus en plus tournés vers ce qu'on appelle l'e-sport, voilà, les compétitions de jeux vidéo. Est-ce que ça doit faire partie intégrante ou pas d'un salon de jeux vidéo maintenant pour attirer du public, ou c'est vraiment un autre objectif, voilà. La réponse est compliquée, je pense que c'est oui et non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les salons en général, ce qui se passe, c'est la même chose aussi pour la Paris Games Week et aussi pour la Gamescom. Tout ce qui se passe dans l'e-sport, en fait, les compétitions, elles sont dans un hangar qui est un peu séparé, en fait. Elles sont dans un autre hangar par rapport au salon, quoi. Et alors, j'ai l'impression que ça amène du public parce qu'il y a un peu une grosse affiche, gros tournoi PUBG, ça ramène les gens, les joueurs payent leur billet d'entrée. Il y a un petit peu de leur public qui vient, il y a leur manager, etc. Donc il y a un petit peu de monde qui arrive. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de public du salon qui va regarder ces compétitions. Ou alors ils viennent, si on fait le parallèle avec la Paris Games Week, il y a parfois des gens qui viennent regarder les compétitions CSGO ou autre chose, et ils sont là par exemple tout simplement pour manger ou juste pour faire une petite pause. Bon après, ça permet quand même à des familles venir regarder un petit peu les compétitions, s'y intéresser, à se poser des questions. C'est un peu en demi-teinte en fait pour moi. Je sais pas ce que Drod en pense, mais en tout cas moi c'est à peu près ce que j'en pense. Je pense exactement la même chose en fait, c'est exactement ça. C'est vrai que comme il a dit, les gens viennent s'asseoir justement pour manger, boire, et au moins du coup, au final, ça peut leur permettre de découvrir. Mais au final, après, c'est un plus en fait. Tu viens pas au salon pour ça en fait. C'est juste un plus. Alors pour moi, je vais avoir une approche différente. En fait, c'est deux publics qui sont vraiment séparés pour moi. Il y a les personnes qui viennent vraiment pour ce côté compétitif et qui sont là en mode voilà, je suis mon équipe. On a vu la création, je ne sais pas si vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, des ultras de vitalité qui accompagnent leur équipe et qui sont sur ces salons-là. Donc peut-être qu'il y a une partie du public qui sont les personnes qui suivent les équipes, qui suivent les compétitions et qui y vont rien que pour ça. Mais après, effectivement, il y a aussi la partie des joueurs et aussi des personnes qui entourent les joueurs, parce que je pense beaucoup en termes d'e-sport, aux jeunes joueurs, on a pas mal de personnes qui sont des mineurs, qui viennent donc avec leurs parents. Et c'est peut-être un moyen de dire aux parents, voilà, regardez, je vais jouer sur scène. Voilà, peut-être une autre approche qui permet de concilier des générations. Après, comme vous l'avez dit, au niveau des salons, les jeux, actuellement, les jeux qui sont les plus vendus sont plutôt sur la Switch et il y a très peu de compétitions e-sportives sur la Switch. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça pourra ramener autant de personnes que les personnes qui viennent tester les jeux vidéo ou même juste passer un petit moment dans un salon. Drod, est-ce que toi tu as fait donc une compétition comme ça en LAN avec, qui fait un peu salon ou pas du tout? Ou est-ce que tu es déjà allé dans des salons pour peut-être scout des joueurs? J'ai fait que la Paris Games Week.
Ah, J'ai pas fait mal. que ce salon-là et je l'ai fait une fois en tant que, bah, comme vous savez, j'ai fait mon stage avec Kivi, le manager Vitality. C'est la seule fois où j'ai accompagné une équipe. Le reste, j'ai fait uniquement en tant que visiteur. En tant que visiteur. D'accord. Donc t'as pas joué avec une équipe, avec une scène déjà aménagée en face d'un public. Euh, Ah si, j'avais oublié, j'ai fait un petit event Ah, sur Call of Duty justement. C'était la soirée, enfin c'était pour la soirée de lancement Call of Duty Infinite Warfare. J'avais été sélectionné pour jouer dans l'équipe de Gotaga et il y avait ah, justement une euh, une partie où on devait jouer sur le jeu à la Paris Games Week. d'accord, ok. Alors j'ai une question. Est-ce que vous pensez que on parle de plus en plus d'e-sport, de plus en plus de personnes qui tentent, voilà, que ce soit en termes de devenir joueur professionnel ou de travailler dans ce secteur? Est-ce que vous pensez que ça va être un impondérable? On va être, voilà, peut-être obligé de retrouver ce format avec des influenceurs pendant les LAN, alors que il y a une dizaine d'années, il y avait très peu de personnalités publiques qui allaient dans ces lieux. Qu'est-ce que vous en pensez, Méziane? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est on a un petit peu deux choses qui se passent en ce moment. On a l'e-sport pur et dur, on va dire, avec les compétitions, avec les joueurs, ceux qui essayent de percer en France, les joueurs professionnels si on prend les compétitions internationales. Mais on a un petit peu cette tendance aussi à avoir en tête d'affiche par exemple des Gotaga, des Solari, des trucs comme ça en fait, des grosses structures avec des influenceurs qui sont mis en avant. Et donc ça, c'est plutôt du côté e-sportainment, un petit peu comme on dit en ce moment. On n'est pas trop sûr du terme, mais l'e-sportainment en fait, c'est quoi? C'est on ramène des influenceurs sur un gros tournoi, par exemple Fortnite, et ça ramène beaucoup de monde parce que les gens viennent voir leurs influenceurs, viennent voir leurs idoles en fait. Ça reste de l'e-sport parce que ça reste une compétition. Il y a un peu de niveau quand même, mais je sais pas, il y a comme une sensation que c'est pas forcément le gros tournoi de l'année, quoi. D'accord. Et toi, Drode, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que, comme il a dit, l'e-sport est divisé en deux. D'un côté, les animateurs et de l'autre côté, on va appeler ça, comment dire? On va dire les joueurs pros, on va dire, mais c'est plutôt des joueurs performance, on va dire. Mais du coup, c'est vrai que généralement maintenant, les gens, ils viennent plus voir les influenceurs que des joueurs compétitifs. Et je trouve ça vraiment dommage dans un sens, c'est que ça casse un peu le côté compétitif. Je dis pas que les influenceurs n'ont pas le côté compétitif, hein, mais je veux dire, il n'y a pas le côté tryhardage des gens qui travaillent. Genre, nuit, tous les soirs, en train de tryharder avec son équipe. Eux, ils sont là, ils disent, ah bah tiens, tu veux faire une équipe avec un pote, genre, hop, alors on fait ça, et c'est bon. Et pourtant, ils sont mis en avant. Mais du coup, je redis, c'est dommage de pas voir du coup des jeunes mis en valeur pour leur performance, sachant qu'ils travaillent tout le temps H24 pour ça. Alors, on verra bien sûr dans un autre épisode, parce que ça va être bientôt la fin de l'émission. On reviendra notamment la semaine prochaine sur le calendrier des LAN françaises. Qui sait, voilà, qu'il a commencé, c'était avec le SWC à Metz. Voilà, c'était organiser une compétition avec des jeux comme le LoL Open Tour, donc voilà un côté compétitif, mais aussi avec un, un côté e-sport chaud, voilà, avec des tournois Fortnite. On parlera des problèmes qu'il y a eu comme des résolutions. On n'est pas là pour faire le procès des LAN en France. On espère de tout cœur que les LAN en 2018, voilà, au terme de médiatisation, et ils auront moins de problèmes que ceux qu'il y a eu dans le panel en 2017. Ça, on le souhaite bien sûr à tous les organisateurs. On souhaite aussi que le milieu se professionnalise, tout simplement parce que de plus en plus de compétitions apparaissent, de plus en plus d'équipes aussi. On a des équipes qui passent maintenant sur des niveaux semi-pro. On reviendra peut-être avec l'équipe de Suprématie la semaine prochaine. On en parlera de toute façon. Voilà, un mot pour la fin, Drone. Donc on rappelle, tu es manager chez B-Agency. Donc c'est une équipe, structure belge, c'est ça? Ouais, oui. Voilà, qui est composée de Wiven, alors le Q, je sais pas comment on dit, Erozen et L'écho, Leko, Erozen et Itazi. Itazi, ouais. C'est ça. Voilà, donc ces 4 joueurs, vous serez donc dans 2 semaines à la FCO
e-sport, je sais pas comment ça s'appelle, la cup. SFCO. SFCO, tout simplement. Voilà. Voilà. Et ça sera retransmis sur leur chaîne. Voilà. Sur leur chaîne Twitch, oui, c'est ça. Sur leur chaîne Twitch. On te souhaite bien sûr bon courage dans cette Merci compétition. Méziane, un petit mot pour la fin? Bah écoute, moi j'étais super content de faire cette première émission. J'attends impatiemment la prochaine. Et au final, bah comment dire, j'attends aussi beaucoup de cette année qui va arriver en fait. Vraiment, j'ai beaucoup d'attentes parce qu'on a fait beaucoup de choses. Enfin, quand je dis je me globalise avec ceux de l'e-sport. J'espère vraiment que même pour Dota 2 en France, même pour d'autres scènes en France, pour Fortnite, pour d'autres choses, bah, j'espère que cette année va arriver fort et qu'on aura des gros tournois et une scène vraiment qui, comme tu dis, qui va se professionnaliser, notamment pour Fortnite. Et je dirais à la semaine prochaine. Bah oui, hein, de toute façon, si vous ne savez pas quoi faire de vos journées, vous pouvez nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Hein, on a Twitter. Sur le YouTube, vous inquiétez pas, vous aurez cette rediffusion. Hein, il y a eu quelques problèmes techniques, mais vous inquiétez pas. Nous avons une régie au top avec Pedro qui s'occupe de tout. Il fait des miracles. Hein. Désolé pour les tout petits problèmes au début. Hein. À chaque fois, ça arrive. On essaie de faire ce qu'on peut avec le matériel. Et ben, ça va être la fin de cette émission. Attends, mais peut-être que Drôle a un truc à dire, non? Peut-être Ouais, Drôle. Le mot de la Bah, fin. moi, clairement, c'était un énorme plaisir de faire la première émission, la toute première. C'était vraiment intéressant. Merci de m'avoir invité. C'était un énorme plaisir. Eh ben, écoute, c'est à nous qu'on doit te remercier pour avoir pris le temps de venir dans notre émission de Lynx et Mag. Hein, n'hésitez pas, il va y avoir pas mal de compétitions, on reviendra sur le SWCMS, sur la DreamHack Montréal, et n'hésitez pas si vous du côté de la Belgique, il y a la Louvre Game, hein, une première LAN belge qui se fait. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve mardi. Méziane, mot de la fin? La Louvar, donc avec notre ami Youyou. Il y aura Youyou, c'est vrai. Ah oui, bah oui. Allez, salut à tout le monde. Salut. Salut. On vous laisse le récap pour ceux des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas tout suivi. À la semaine prochaine. Salut. Au menu de ce récap, on commence d'entrée avec les Evil Genesis qui remportent avec brio la Call of Duty World League. C'était cet été, l'équipe américaine a battu les favoris Team Caliber. En plat principal, The International, la compétition Dota 2 a été le terrain du choc entre l'outsider OG et l'ogre PSG LGD. Retour sur le sacre d'OG et leur incroyable performance. Direction Stockholm où a eu lieu la DreamHack CSGO. La finale 100% danoise opposée Astralis contre North, vainqueur et révélation de la compétition, c'est notre accompagnement. Et pour le dessert, la Gamescom 2018, le salon du jeu vidéo en Allemagne, qui proposait aussi des shows e-sport avec PUBG et FIFA, nous reviendrons sur ces compétitions qui s'installent dans nos salons.